Bonjour à tout le monde, bonjour Marie-Morgane. On est ravis de t'accueillir aujourd'hui pour notre nouveau webinaire. Marie, pardon, tu es chef de projet biodiversité chez Decathlon. On t'avait écouté, nous, une première fois au salon Biodiversité et Économie de l'OFB. On t'a entendu raconter tout ce que vous faites chez Decathlon par rapport à ce sujet-là et on trouvait du coup hyper intéressant de pouvoir t'inviter dans nos échanges qu'on organise sous la thématique quand l'entreprise agit pour le vivant, que tu nous racontes un peu tout ce que vous faites et un peu toutes les démarches que vous avez mises en place. Et donc, nous, l'objectif de ces webinaires, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est vraiment de fournir des clés, de raconter un peu comment est-ce que les entreprises font pour avancer sur ce sujet qui est complexe. Et on va voir que c'est un sujet qui est complexe, qui est en constante évolution, pour donner envie, pour inspirer d'autres entreprises et d'autres personnes à se mettre en marche sur le sujet. Donc Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va pouvoir commencer, peut-être une petite précision. Avant, il y a Clémence Michel, mon associé, qui est dans le chat, qui répondra à vos questions pendant le déroulé du chat si besoin, et qui modérera la conversation. Donc voilà, donc on va pouvoir attaquer. Je vais faire un tout petit instant auto-promo de Rivage. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous, Rivage, ça fait à peu près 2 ans qu'on est créé maintenant. Notre mission, c'est qu'on accompagne aujourd'hui les entreprises vers un passage à l'action autour de la question du vivant et on propose des accompagnements en termes de sensibilisation, mais aussi en termes de conseils dans la construction de démarches biodiversité et autour des sujets notamment et autour des sujets de réglementaires, notamment ceux de la CSRD et de l'ESRS E4 qui est dédié à la biodiversité. Petite actualité très chaude qu'on a chez Rivage, c'est que ça fait, il va apparaître le 27 mars prochain une étude sur laquelle on travaille depuis près d'1 an maintenant, où on a interrogé 12 entreprises pour dresser un peu un guide pratique, un constat de ce que les entreprises font pour agir pour le vivant et de leur démarche biodiversité dans leur entreprise. Et en fait, on les a interrogées pour qu'elles nous racontent tout ce qu'elles font sur un axe de gouvernance, sur un axe de modèle d'affaires, sur un axe de mesure d'impact, d'innovation, de modification des modes de production, etc., etc. Donc voilà, donc c'est une étude qu'on a construite aussi en collaboration avec la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, qui sortira le 27 mars prochain. On vous enverra le lien à la fin de cet échange si vous voulez vous inscrire pour la recevoir. Voilà, ça c'est pour notre petite actualité chaude chez Rivage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va se raconter donc on va être ensemble pendant 1 heure. On va commencer par... Toi, tu vas commencer par nous parler un peu de toi, Marie. Et ensuite, on va raconter un peu quelles pourraient être les premières étapes pour initier une démarche biodiversité dans une entreprise. Et tu pourras nous raconter par quoi vous avez commencé chez Decathlon. Et ensuite, on va essayer de ratisser un petit peu dans les grandes lignes quelles sont les étapes du diagnostic biodiversité au passage à l'action qui sous-tendent et qui sous-entendent surtout une démarche biodiversité dans une entreprise. Et du coup, on s'appuiera sur les exemples et sur ce que vous faites chez Decathlon pour avancer sur ce sujet-là. Voilà. Et ensuite, on parlera d'un sujet dont on a pas mal parlé ensemble, Marie, pendant la préparation de cet échange aussi, c'est cet enjeu de faire coalition aussi avec d'autres entreprises et avec d'autres acteurs de l'écosystème pour avancer sur ces questions-là qui sont aujourd'hui pas toutes complètement évidentes pour tout le monde, quoi. Voilà. Et on terminera par une session de questions-réponses comme à notre habitude et où on vous enverra tous les liens aussi dont on vous parlera pendant ce webinaire.
Voilà, donc j'ai fini la petite présentation. Marie, merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté notre invitation. Nous, une petite question qu'on a l'habitude de poser et dont les auditeurs et les auditrices pardon, doivent avoir l'habitude si c'est pas la première fois qu'elles sont là. C'est cette question que tu vois à l'écran. Que représente le vivant pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter par rapport à ça? Bonjour à tous, merci Thibaut, merci Clémence pour cette invitation, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc oui, pour répondre à cette question, moi, le vivant, pour moi, c'est d'abord une source de ressourcement. C'est quelque chose qui est vraiment un besoin vital pour moi, ce contact quotidien avec la nature. C'est un besoin physique que je ressens physiquement que je ressens vraiment dans ma chair. De quelle façon la nature peut m'apporter ma dose d'énergie. Je dirais aussi que c'est une source d'inspiration et même au-delà, une source de développement personnel. En fait, j'ai l'habitude de chercher dans la nature des réponses, des solutions aux problématiques qui se posent dans ma vie quotidienne. Et du coup, ça m'aide beaucoup à avancer. Trop bien. Merci, merci pour cette réponse. Je me retrouve dans pas mal de caractéristiques que tu évoques. Donc merci pour ça. On va pouvoir commencer. Alors, on va pouvoir attaquer donc sur le concret. Au commencement d'une démarche biodiversité, moi j'avais envie de commencer par ce sujet-là pour essayer de comprendre aussi ce par quoi vous avez commencé chez Decathlon pour initier le sujet de la biodiversité, parce qu'on sait que, nous ce qu'on voit, c'est que les entreprises toutes les entreprises ne commencent pas par le même bout, on va dire, pour aborder les sujets de biodiversité. Il y a des entreprises qui attaquent par des sujets plutôt de sensibilisation auprès des collaborateurs. Il y a des sujets qui passent du temps sur la mesure avant de passer à l'action. Il y a des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de mesurer profondément, on va dire, leurs impacts et du coup qui essayent de s'inspirer d'autres entreprises pour agir rapidement. Voilà, donc il y a plein de typologie de manière de commencer. Vous, chez Decathlon, comment est-ce que le sujet de la biodiversité est venu? Vous avez des engagements qui sont assez forts en termes environnementaux. Est-ce que la biodiversité était là depuis le début? Ou sinon, comment est-ce qu'elle est arrivée et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée? Alors, je dirais qu'en fait, l'histoire a commencé sur les convictions d'une personne. Le sujet a été ouvert dans l'entreprise en 2019, donc sur les convictions de notre directrice du développement durable à l'époque, qui avait décelé cet enjeu et qui avait envie qu'on explore cet enjeu, de quelle façon on pouvait l'intégrer dans les stratégies d'entreprise. Donc, pour répondre aussi à ta question précédente, je dirais que la sensibilisation finalement des dirigeants, c'est une étape importante aussi. Ça peut commencer par là. En tout cas, chez nous, c'est ce déclic qui a donné lieu au recrutement en 2019 d'une personne pour explorer ce sujet. Donc, c'était une ressource à temps complet quand même. À l'époque, c'était assez pionnier d'avoir une ressource entièrement dédiée à la biodiversité dans l'entreprise. Donc, sa mission première, en fait, quand on attaque un enjeu chez Decathlon, quand on décide d'ouvrir un nouvel enjeu environnemental, on commence par la mesure. Donc, cette personne a commencé par benchmarker les méthodologies qui existaient sur le sujet, parce qu'on a une caractéristique aussi chez Decathlon, c'est qu'on aime faire beaucoup avec notre petite main. Ça nous aide aussi à monter en compétence sur le sujet, et en l'occurrence sur le sujet de la biodiversité, ça nous a beaucoup aidé, ça nous aide encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, on a benchmarké les méthodologies qui existaient pour faire le choix d'un outil pour mesurer donc, les impacts de l'activité d'entreprise sur la biodiversité. Donc, on a mené cette première mesure d'empreinte, donc un exercice à blanc en 2021 et un exercice en tant que tel en 2022 sur la base des données 2021. Et on s'est appuyé là-dessus pour sensibiliser en fait nos équipes
à cet enjeu. En fait, ça nous a permis d'éclairer justement la responsabilité de l'entreprise et sa contribution à l'érosion de la biodiversité, à la dégradation des écosystèmes, et ce qui justifie d'ailleurs le fait, et ce qui nous motive aujourd'hui à publier les résultats de cette mesure d'empreinte dans notre déclaration de performance extra-financière. C'est vraiment une façon pour nous d'éveiller les consciences sur ce sujet et de sensibiliser à la fois nos collaborateurs à travers le monde et nos parties prenantes, nos partenaires externes à cet enjeu de la biodiversité et à la façon dont on l'intègre aujourd'hui dans notre plan d'action. Ok. C'est vrai que pour donner du sens justement sur pourquoi une entreprise et pourquoi vous, en l'occurrence, vous devez vous soucier de ce sujet-là, travailler sur ce qu'on appelle des business cases et contextualiser l'entreprise par rapport à son écosystème et aux écosystèmes dont il est dépendant et quel impact, ça permet vraiment d'apporter du concret quoi, sur la raison pour laquelle l'entreprise doit traiter ce sujet-là, quoi. Tu parlais de la sensibilisation des équipes. Vous, quand vous avez commencé ce sujet de sensibilisation, c'est toutes les équipes de Decathlon France et Monde qui sont passées par cette sensibilisation, ou est-ce que c'est d'abord un service en particulier ou des services en particulier? Oui, ça a été plutôt progressif. On a 100 000 collaborateurs dans le monde, donc du coup, on y va de façon assez progressive. Alors, le premier format, ça a vraiment été la publication de cette mesure d'empreinte dans la déclaration de performance extra-financière et le partage des résultats dans des formats réunions d'équipe, réunions collectives, donc sur un périmètre un petit peu plus local, on va dire. Et depuis 2 ans maintenant, on a développé de la sensibilisation en plus large échelle, donc par le biais de formats sur notre site intranet, sur notre site internet également. On a une rubrique dédiée à ce sujet sur notre site engagement qui développe l'ensemble des sujets et des actions en lien avec l'environnement et la responsabilité sociale chez Decathlon. On a aussi développé un parcours de modules en e-learning pour nos collaborateurs qu'on a mis à disposition sur une plateforme d'e-learning dédiée qui est identifiée dans l'entreprise. Ces modules de formation ou de sensibilisation, plutôt dans un premier temps, ont été traduits en pays et sont mis à disposition pour les collaborateurs de façon volontaire qui souhaitent s'éveiller sur le sujet de la biodiversité. Okay. Dans un deuxième temps, on prévoit de développer des plans de formation pour des métiers spécifiques qu'on a identifiés comme prioritaires, qui sont plutôt connectés à des enjeux de biodiversité, pour justement leur permettre de monter en compétence sur le sujet, de comprendre l'enjeu, de monter en compétence sur le sujet et de développer leur propre plan d'action dans leur périmètre, au-delà de ce que nous, on pousse en termes de stratégie globale pour l'entreprise. Les métiers que vous avez identifiés, c'est les métiers liés aux produits, j'imagine, liés à la logistique. Est-ce que... Oui, alors c'est un travail qui est en cours, qu'on va la formation, on a commencé par la sensibilisation, on va dire la compréhension de l'enjeu, parce que c'est pas forcément naturel quand on parle des activités d'une entreprise et en particulier de l'activité de Decathlon de comprendre le lien avec la biodiversité. C'est un enjeu qui est assez méconnu encore aujourd'hui par le grand public. Donc tout le travail, ça a été de vulgariser, on va dire, cet enjeu, de faire comprendre la crise de la biodiversité et quel était le lien entre les activités de l'entreprise et cette érosion de la biodiversité. Et là, on s'engage plus vers une formation, donc vraiment une montée en compétences un petit peu plus technique sur le sujet. Et pour ça, on a identifié un certain nombre de métiers, mais la liste n'est pas encore clairement définie. Mais on cible les équipes immobilières, puisque je vais vous en parler après, mais on a développé un plan d'action au niveau immobilier chez Decathlon. Les équipes des achats, pour tout ce qui est matières premières, les équipes développement durable, puisqu'en fait on a un réseau de contributeurs au développement durable dans l'ensemble de nos pays. Donc ce sont des gens qu'on a identifiés de façon prioritaire pour ce plan de formation. Ok,
Parfait. Je prends juste une question parce que je vois qu'elle a un lien avec ce qu'on se raconte. C'est Solène qui nous demande, qui demande si vous avez déjà mis en place la fresque de la biodiversité chez Decathlon. Alors, ça fait partie des outils qu'on a identifiés pour justement sensibiliser les équipes. En fait, notre parti pris sur la sensibilisation, c'est de mettre à disposition des outils. Okay. Et ensuite, chaque équipe, puisque on est organisé par service, par business unit, par département chez Decathlon, a le choix parmi ces outils de choisir celui qui est le plus adapté à son public ou au format qu'il souhaite développer. Okay. Donc effectivement, la fresque de la biodiversité, c'est un des outils qui a été identifié, qu'on a utilisé chez Decathlon. Ok, ça marche. Parfait, merci. On pourra y revenir. Du coup, tu as commencé à aborder au début le sujet mesure d'empreinte. Je vais juste rappeler, peut-être avant que tu rentres un peu dans le détail de ce que vous avez fait, des outils que vous avez utilisés. Par quoi est-ce que on passe en général? Donc, il y a plusieurs méthodologies, mais ça, ce que je vous présente là à l'écran, c'est un peu les 4 grandes étapes classiques, on va dire, pour établir un diagnostic biodiversité dans son entreprise. Et ça commence notamment par le sujet de l'identification de l'ensemble de sa chaîne de valeur. On sait que c'est un sujet qui est assez clé, quoi. Et ensuite, ça passe par l'identification des dépendances aux écosystèmes, donc dépendance aux services écosystémiques. Puis une troisième étape qui sont l'identification des pressions générées par les activités. On lie en général les pressions, les activités aux pressions identifiées par l'IPBES, aux 5 grandes pressions du BES, qui permet ensuite de mesurer les impacts, en l'occurrence négatifs, qui sont générés sur les écosystèmes. Vous, chez Decathlon, est-ce que dans cette phase de diagnostic, comment est-ce que vous avez fait pour avancer? Est-ce que vous êtes passé par toutes ces phases? Par où est-ce que vous avez commencé? Quels sont les outils que vous utilisez? Voilà, la question est assez large, on pourra recentrer après en fonction, quoi, mais si tu as envie de commencer à répondre par ça, par où est-ce que vous avez commencé et est-ce que vous passez par toutes ces étapes-là, quoi? Du coup, nous, ce sujet, on l'a ouvert en 2019, comme je le disais tout à l'heure, par un benchmark des méthodologies existantes. Donc, on a identifié un outil qui s'appelle le Global Biodiversity Score, qui est un outil développé par CDC Biodiversité, qui est une filiale de la Caisse des dépôts en France, qui permet de réaliser une mesure d'impact, de dépendance aussi en l'occurrence, sur la base de données financières, donc des données d'achat, des données de chiffre d'affaires et des données de consommation de matière. Et donc, l'outil modélise les impacts des activités de l'entreprise sur 2 écosystèmes, les écosystèmes terrestres et aquatiques. On a refait un benchmark l'année dernière pour confirmer ou non l'utilisation de cet outil. On l'a reconfirmé et donc on est dans une phase, on a fait le choix de travailler en amélioration continue. C'est un outil qui est assez complexe à approprier. Pour le coup, on a fait le choix d'internaliser cette mesure d'empreinte. C'est une mesure qu'on conduit tous les ans chez Decathlon, donc dans une démarche d'amélioration continue, puisque tout l'enjeu de cette mesure d'empreinte, c'est la collecte de la donnée. Effectivement, dans des chaînes de valeur comme la nôtre, c'est assez complexe. C'est parfois compliqué de consolider l'ensemble de ces données de façon à un niveau global, quoi. Donc, on améliore la fiabilité de notre mesure tous les ans. Et donc, pour répondre à ta question de façon séquencée, alors, on s'est d'abord, nous, concentré sur les impacts. Même si l'outil évalue les dépendances et les impacts, on s'est d'abord concentré sur les impacts avec l'objectif, justement, de fiabiliser vraiment cette mesure, d'identifier justement les pressions majeures sur la biodiversité et les activités dans notre chaîne de valeur qui étaient le plus contributrices à cette érosion de la biodiversité, à cette dégradation des écosystèmes.
l'écosystème. Ça nous a permis d'avoir une vue globale. Et là, le travail qu'on est en train de faire, c'est d'aller affiner aussi cette mesure par activité. On sait notamment que c'est l'activité de conception et de fabrication de nos produits sportifs qui génère le plus d'impact sur la biodiversité. Bon, on va pousser, en tout cas, on pousse le degré d'exigence sur la mesure sur cette activité pour avoir un niveau d'analyse plus fin que nous permet pas aujourd'hui l'outil GBS. Donc, on croise en fait ces résultats avec des méthodologies d'analyse de cycle de vie, etc., pour avoir un niveau d'analyse plus fin et nous permettre d'identifier des leviers de réduction de façon plus pertinente. Ok. Sur les risques, enfin sur les dépendances, du coup, c'est un chantier qu'on a ouvert un petit peu plus tardivement, qu'on a ouvert l'année dernière. Donc là, pareil, on est repassé par une phase de benchmark des méthodologies existantes et on a fait le choix de s'appuyer sur les résultats encore, pour le coup, c'est une méthodologie qui est utilisée par le Global Biodiversity Score pour la mesure des dépendances et de s'associer à un autre outil également, pareil, pour pousser un petit peu le niveau d'exigence et la fiabilité des résultats. Et pour la mesure des risques, donc c'est pareil, on s'attachait à ce sujet l'année dernière. On a identifié une autre méthodologie pour l'analyse des risques liés à la nature sur nos activités. Et en parallèle, on mène des analyses de risques sur nos matières premières. Ok. Beaucoup d'informations. L'outil que vous utilisez pour identifier les risques, c'est le Biodiversity Risk Filter du WWF, c'est celui-là? Oui, tout à fait. C'est ce que tu me disais. Et là, vous êtes au début de ce sujet-là. Sur l'identification, alors je vais juste revenir un tout petit peu au début sur la partie identification des pressions, où tu me disais que vous travaillez avec le GBS, que vous couplez aussi avec la méthode de la CV notamment pour venir enrichir les données. Est-ce que vous utilisez d'autres outils, par exemple? Parce que du coup, tu l'as très bien dit, le GBS permet d'avoir une analyse assez macro, de donner des ordres de grandeur qui sont basés sur des chiffres financiers. Est-ce que vous allez analyser des sites aussi en particulier, analyser des fournisseurs en particulier avec des analyses spécifiques? Est-ce que vous avez déjà fait ça ou est-ce que c'est prévu, par exemple, sur même des sites d'implantation de vos magasins, de faire ce genre de choses? Alors pour l'instant, on s'attache vraiment à faire cette étude sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc de façon assez globale, aussi en lien avec, comme je le disais avant, la priorité qu'on donne à cette activité qui est la plus impactante chez nous, tout ce qui est relatif à la conception et la fabrication des produits, et notamment dans ce grand chapeau, on a l'usage des matières premières. Donc d'où l'intérêt pour nous d'aller fiabiliser et donner plus de relief, on va dire, à cette analyse des impacts par matière. Ce qui nous a amené d'ailleurs cette année à ouvrir un autre chantier qu'on a initié là en janvier. On va mesurer l'impact sur l'usage des terres en particulier, puisque le Global Biodiversity Score a révélé que le changement climatique et l'usage des terres étaient les deux pression majoritaire des activités de décadence sur la biodiversité. Il se trouve que le changement climatique, on l'adresse aujourd'hui plutôt bien dans nos stratégies. Donc, on s'attaque à la pression usage des terres. Et donc là, pareil, on cherche à fiabiliser les résultats de la mesure qui est fournie par l'outil Global Biodiversity Score avec une autre méthodologie. Donc, dans l'objectif de pouvoir définir les impacts sur l'usage des terres liés à l'utilisation de nos matières premières, donc à la fois nos matières premières naturelles et d'autres matières qui sont dans notre chaîne de valeur aujourd'hui. Ok. Donc peut-être pour essayer d'apporter un peu de concret, je vois des questions qui vont dans ce sens dans le chat. Sur la partie usage des terres, comment est-ce que c'est quantifié? C'est un nombre de
d'hectares qui sont artificialisés. C'est un nombre d'espèces qu'il n'y a plus dans les zones qui sont artificialisées. Est-ce que je sais que le GBS utilise un indicateur qui s'appelle le MSA par mètre carré, qui évalue l'abondance du vivant sur une surface. Voilà. Donc vous les indicateurs que vous utilisez, c'est plutôt ça. C'est plutôt. Oui, donc effectivement, on utilise la métrique du Global Biodiversity Score, le MSA par kilomètre carré. Dans le cadre de cette analyse land use qu'on mène depuis le début de l'année, là, on est même encore en train de valider les méthodologies qu'on va utiliser. Mais effectivement, c'est plus une mesure en hectares qui intègre 3 dimensions. La première, c'est vraiment la surface de terre qui est nécessaire. Alors, si on parle d'une matière première naturelle à la culture, par exemple, d'une matière, si on parle d'une matière extraite, on va aussi essayer de caractériser l'espace qui est mobilisé pour le recours à cette matière première. Donc, il y a vraiment une notion d'empreinte au sol, on va dire. On va caractériser également la notion de dégradation des sols. Donc là, plutôt en lien avec les pratiques, si on parle des matières premières naturelles, les pratiques agricoles, par exemple, où on va pouvoir valoriser des pratiques plus durables comme l'agriculture biologique. Et la troisième dimension, c'est la participation potentiellement à la conversion d'espaces naturels. Donc en fait, on essaie de suivre aussi les guides, les guidance qui sont développés aujourd'hui en externe, les cadres, et notamment le cadre SBTN sur ce sujet. Ok, parfait. On a pas mal de questions. Je vais juste en prendre une. Après, on reviendra sur les autres à la fin, mais une question de Mathieu. En quoi dans la chaîne de valeur, la partie conception est la plus impactante pour la biodiversité? Du coup, c'est lié, j'imagine, aux ressources et aux matières premières qui sont utilisées. Hein, c'est ça. Hein. Oui, effectivement. C'est à la fois les matières premières et leur transformation. Ouais. Donc là, on n'a pas encore justement la visibilité parfaite des impacts et de la répartition des impacts dans ce gros chapeau, on va dire, lié à la conception et la fabrication de nos articles de sport. Mais c'est justement toute la finalité de ce travail, ouais. Okay. Pour pouvoir identifier là où on a le plus d'impact et pouvoir prioriser les actions sur ces impacts-là également. Ok, parfait. J'ai une dernière question pour revenir sur pour aller sur la partie risque, même si du coup c'est un chantier que vous commencez à attaquer. Aujourd'hui, quand on parle de risques liés à l'érosion de la biodiversité notamment, on parle de risques plutôt opérationnels, de risques réglementaires, de risques réputationnels, de disponibilité des ressources. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez déjà anticipée ou une réflexion que vous avez déjà, vous avez imaginé que potentiellement le risque le plus important, ça va être le risque de la disponibilité d'une ressource si jamais elle n'est pas bien préservée ou pour le moment c'est très flou et vous attendez justement de pouvoir faire cette analyse-là? Alors, je dirais qu'on a des premiers résultats sur ces analyses de risque, en fait, qu'on a conduit à l'échelle vraiment globale chez Decathlon, à l'échelle de nos matières. Mais c'est des travaux qui sont toujours en amélioration continue pour justement aller préciser, aussi apporter une donnée géographique à ces risques. Mais effectivement, c'est des choses qui sont mises en œuvre chez nous depuis un certain temps déjà, aussi parce que ça nous permet de prioriser nos stratégies, nos ressources et nos plans d'action. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt quoi comme risque?
du coup? Alors, en lien justement avec les dépendances, tous les risques liés aux aléas climatiques, évidemment, Ouais. donc vraiment en lien avec la dépendance régulation du climat, la dépendance aux services écosystémiques liés à l'approvisionnement aussi, puisqu'on on utilise pas mal de matières qui sont issues de production agricole, par exemple, ou issues des écosystèmes. Donc, ce sont les deux pressions majeures, en tout cas les deux risques majeurs identifiés chez nous. Ok, ça marche. Et Merci. ensuite, un risque plus global qui est en fait celui de notre activité et pour le coup le sport et directement aussi dépendant de la qualité des écosystèmes. En fait, c'est dans le sens là où notre activité est directement aussi liée à la biodiversité, dans le sens où si demain cette biodiversité est érodée, si les paysages naturels sont dégradés, ça va forcément avoir un effet sur la pratique du sport, notamment en extérieur. Donc c'est un risque aussi qui est identifié dans cette analyse. Donc une forte dépendance aussi un des grands services écosystémiques qu'on appelle le service culturel aussi, qui est le fait Oui, d'aller. tout à fait. Ouais. Okay. Merci pour ces éléments de contexte. Donc on a vu donc il y a cette grande partie diagnostic qui est importante avant de passer à l'action pour identifier justement quelles sont les zones sur lesquelles il y a le plus d'impact et quelles sont celles qui entraînent le plus de risques pour Decathlon aussi. Et donc c'est là où il y a le plus de risques que potentiellement vous allez travailler en priorité. Et une fois qu'on passe au plan d'action, donc toujours préciser que là, donc c'est deux grandes étapes différentes, mais ce sont deux choses qui se travaillent toujours conjointement, on va dire. Et tu l'as bien illustré, le diagnostic est tout le temps alimenté et tout le temps reprécisé et tout le temps réalimenté pour toujours faire évoluer le passage à l'action. Nous, quand on passe on passe à l'action, pardon, là l'idée c'est de définir une feuille de route, de réfléchir à ce qu'on va faire pour réduire ces impacts sur les écosystèmes. Donc tu vas nous le raconter après, mais vous êtes encore en train de rédiger votre feuille de route biodiversité. Tu me disais. Donc tu vas pas pouvoir nous partager complètement l'entièreté de votre politique, mais vous avez déjà fait des choses. Nous, quand on va dire quand on évalue un plan d'action pour la biodiversité, ce que je montre à l'écran là, c'est qu'on le pose sous trois grands axes qui sont les axes de la logique, une logique de réduction de son empreinte biodiversité qui s'appelle la logique ERC, éviter, réduire, compenser, où l'objectif c'est de d'abord éviter les pressions par des différents plans d'action, et on va y revenir. Ensuite, si on n'arrive pas à éviter, l'objectif c'est de pouvoir réduire ces pressions, donc il y en aura quand même un petit peu, mais il y en aura moins. Et enfin, si on n'arrive pas à réduire, l'objectif ça va être d'aller compenser ou de restaurer des écosystèmes pour compenser des impacts négatifs qui ont été générés quoi. Vous, du coup, donc, ce que je disais, je vais y arriver. Ce que je disais, c'est que vous êtes en train de rédiger votre feuille de route biodiversité. Et donc, peut-être que tu peux déjà commencer à nous raconter, mais vous avez déjà mis des choses en place, donc tu peux peut-être déjà commencer à nous raconter ce que vous avez mis en place. Notamment, tu parlais des sites tout à l'heure et de l'implantation notamment de la surface de vos magasins en France et dans le monde, qui a un poids énorme quand on est une enseigne de distribution. Voilà, peut-être que tu peux nous raconter ce que vous faites en plan d'action, ce que vous avez déjà pu faire en plan d'action sur les points de vente et quelle est votre ambition pour l'avenir. Oui. Effectivement,
on a fait le choix de se mettre en action. Alors, tu parlais tout à l'heure d'équilibre entre action et mesure. Donc, c'est effectivement le choix qu'on a fait chez Decathlon, en se mettant en action assez vite sur nos opérations directes et en faisant le choix de développer un programme de renaturation sur nos magasins français. Qui a donné lieu à des engagements qu'on a publiés dans notre plan de transition qu'on a déposé en 2021, avec notamment l'objectif d'avoir 10% de notre parc immobilier faisant l'objet de travaux de renaturation, sachant que notre parc immobilier français, c'est le plus important, c'est le pays dans lequel on est le plus présent aujourd'hui, et de faire en sorte que toute nouvelle construction soit labellisée par un label biodiversité qui assure que le niveau de biodiversité localement, un score en l'occurrence, soit meilleur après la construction qu'avant. D'accord. Ok. Donc là, c'est de la réhabilitation c'est plutôt de la réhabilitation en général ou Oui. Alors la renaturation, en fait, ça consiste à développer des aménagements sur les surfaces qui entourent la construction. Donc sur les espaces verts, on peut avoir, c'est notamment des actions de plantation d'espèces végétales, d'arbres, qui vont diversifier les espèces locales. Il y a aussi de la gestion différenciée des espaces verts. C'est-à-dire qu'on va par exemple décider de ne pas tondre de façon systématique comme on pouvait le faire avant, mais de réserver des zones dédiées. Donc au passage des visiteurs par exemple, c'est des zones qui vont être plus, qui vont avoir une fréquence de tonte plus régulière, mais aussi de dédier des zones avec un rythme plus, avec une allure un peu plus sauvage, on va dire. Donc c'est généralement on plante généralement des fleurs, des prairies fleuries, qui sont fauchées 1 ou 2 fois par an. En fait, le label biodiversité sur lequel on s'appuie a 74 critères sur 5 trames différentes. Donc, il y a des aménagements qui concernent les espaces verts, c'est la trame verte, des aménagements qui concernent l'eau, la trame bleue. Donc là, on va avoir des noues, par exemple, la mise en place de noues, de bassins d'infiltration qui vont favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol. La mise en place aussi de zones de parking perméables. Donc avec le même objectif. On a la trame brune qui concerne le sol, la trame blanche qui concerne la pollution lumineuse. Donc là, c'est la mise en place de systèmes d'éclairage qui limitent la pollution lumineuse pour les espèces. Et la trame orange qui est relative à la qualité de vie et au climat. Ok. Le label biodiversité, il s'appelle comment que vous utilisez? Signature biodiversité. Donc là, c'est le label qu'on a choisi à l'échelle de la France pour accompagner la renaturation et l'ouverture de nos nouveaux magasins en France. Ok. Tu me racontais un exemple aussi pendant qu'on préparait cet échange, qui était un exemple d'un point de vente qui avait été restauré ou qui avait été construit sur un ancien champ agricole qui utilisait des pesticides, je crois, et que vous aviez fait un inventaire avant et après, qu'après l'installation du coup de votre point de vente, par rapport au champ agricole, il y avait eu un retour de la biodiversité. C'est ça? Oui, effectivement. Donc, c'est un exemple qu'on aime bien prendre pour justement illustrer cette démarche de renaturation. En fait, c'est un magasin en Bretagne, donc près de Saint-Malo, Saint-Jouan-des-Guéret, qui a ouvert en 2017 et qui a été construit sur une parcelle agricole sur laquelle on cultivait des choux. De façon conventionnelle. Et donc, il y a un diagnostic qui a été fait avant la construction du magasin, qui a établi un score de biodiversité à hauteur de 42 sur 100, sur une échelle de 0 à 100, donc avec les 74 critères dont je vous parlais tout à l'heure et les 5 trames écologiques.
Et le diagnostic qui a été fait après l'implantation, donc avec l'aménagement de toutes les actions dont j'ai pu vous parler tout à l'heure, a permis de doubler ce score biodiversité, donc de passer de 42 à 80. Ok. Et donc de diversifier effectivement les espèces végétales, notamment par des plantations, mais qui ont contribué forcément à attirer des espèces animales sur le site. Il y a eu aussi de la gestion différenciée avec l'introduction d'éco-pâturage, de ruches, un certain nombre de choses qui ont été menées. Ok, ça marche. Merci. Je vois que le temps file. J'aimerais bien parler d'un autre exemple aussi dont on avait parlé pendant nos échanges, qui est un exemple du coup là où on sort du périmètre des points de vente de l'entreprise, quoi. On remonte un peu plus dans la chaîne de valeur, qui sont l'identification du coup des matières premières plus respectueuses des enjeux environnementaux et sociaux. Voilà. Est-ce que tu veux nous raconter des choses sur ça, de ce que vous avez pu mettre en place et de ce que vous comptez mettre en place? Oui. Donc ça, c'est un sujet qu'on a ouvert avec un peu plus de finesse, on va dire, avec la volonté d'aller un peu plus loin dans l'analyse des résultats l'année dernière. Donc on a commencé par identifier les matières premières les plus impactantes sur la biodiversité, en considérant à la fois les volumes de consommation et les impacts sur la biodiversité. Donc, on a retenu 5 ou 6 matières pour lesquelles on mène des recherches approfondies pour justement localiser en quoi la matière première est plus impactante pour la biodiversité, quelle est la pression concernée, est-ce que c'est plutôt du changement climatique, est-ce que c'est plutôt de l'usage des terres, pour avoir une vue plus fine de ces impacts. Et donc là, on est dans la phase 2 qui consiste à aller définir, donc mesurer l'impact sur l'usage des terres de ces matières pour pouvoir identifier des leviers de réduction associés. La finalité étant de pouvoir réaliser des arbitrages de choix de matières et de process industriels qui s'inscrivent dans 2 contraintes particulières. En tout cas, pour l'instant, ça sera 2, et tout en considérant les autres évidemment, mais en tout cas en guidant ce travail autour de 2 axes particuliers qui est donc la réduction des émissions de CO2, qui guidait déjà essentiellement aujourd'hui notre choix de matière aujourd'hui, et de rajouter une contrainte supplémentaire qui est donc l'usage des terres. Donc on va avoir d'ici quelques mois une cible globale de réduction d'impact pour Decathlon sur la partie usage des terres. Et l'idée, c'est de pouvoir définir des engagements sur des matières premières qui respectent à la fois notre engagement sur la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on a un engagement qui est fixé à moins de 42% de nos émissions CO2 en absolu d'ici 2030, validé SBTi. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi faire en sorte que ces choix de matières nous permettent de s'aligner sur la cible qu'on aura définie sur l'usage des terres. Ok. Tout en considérant les autres enjeux, puisqu'en fait, depuis ce travail qu'on a engagé l'année dernière sur les matières premières, on est en train de faire évoluer les méthodes d'évaluation d'impact, là où on se concentrait avant quand même beaucoup sur la réduction de CO2. Aujourd'hui, on accompagne nos équipes de conception vers une vue multi-enjeux qui intègre les 4 grands facteurs de perte, en tout cas les 4 grandes pressions sur la biodiversité, et donc le changement climatique, l'usage des terres, l'usage de l'eau et les pollutions. Ok. Est-ce que pour essayer de donner un exemple concret, par exemple, sur les matériaux, sur le choix des matériaux qui va être fait pour aller réduire les émissions de CO2 pour impacter positivement justement ce niveau de pression que vous avez identifié. Est-ce que, par exemple, une solution, ça va être de produire plus localement pour éviter le transport maritime, par exemple, ou aller chercher des matières premières plus locales. Je sais que, donc là, à l'image, il y a une photo de coton.
La France n'est pas connue pour être un pays qui produit du coton. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Voilà. Est-ce que du coup, c'est des réflexions qui sont menées par rapport à ça aussi? L'objectif, de façon générale, c'est d'identifier les leviers de réduction les plus pertinents et ceux qui nous permettront d'avoir des gains significatifs, ou en tout cas des réductions significatives, notamment sur ces 2 dimensions que je viens d'évoquer, tout en s'assurant qu'il n'y a pas d'effet néfaste ou d'effet trade-off sur les autres enjeux. Par exemple, de faire le choix d'une matière qui dans son process, par exemple, demanderait beaucoup d'eau pour sa transformation et qui viendrait pénaliser l'enjeu usage de l'eau. Donc, on a vraiment cette vue multi-enjeux qui va nous permettre de faire des choix qui ne soient pas pénalisants pour d'autres enjeux qu'on va travailler plus en profondeur dans les années à venir. Et donc là, ces enjeux ne sont pas encore identifiés pour le moment, mais oui, en tout cas, c'est la finalité. Et notamment là, ce qui se révèle assez clairement à nos yeux, c'est que l'usage de matières recyclées va franchement nous aider à atténuer nos impacts liés à l'usage de nos matières premières. Ouais. Ok. Vous avez mis en place, oui, effectivement, déjà un process de circularité chez vous aussi dans la production et enfin dans la production de vos produits et de vos produits de sport, ouais. Ouais. Attends, excuse-moi, tu peux répéter la question parce qu'il y a eu une petite coupure et je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous avez mis en place justement des principes de circularité aujourd'hui dans l'utilisation de matières premières recyclées, à la fois dans la production, mais aussi dans les usages auprès des consommateurs. Ouais, clairement. La circularité, c'est un levier qui est clairement identifié aujourd'hui pour nous permettre de réduire notre impact environnemental de façon générale et qu'on va développer avec des ambitions assez fortes à la fois dans notre offre, donc avec la vente de produits de seconde vie, de seconde main, et le développement de services comme des services de réparation, par exemple, ou de location. Mais également dans notre approvisionnement en s'appuyant sur des matières recyclées. Ok, ça marche. Merci pour ces exemples. On va pas tarder à arriver à la fin. J'aimerais bien qu'on aborde une de ces dernières parties, faire coalition et avancer en testant. Tu me racontais aussi pendant la préparation de cet échange la manière dont vous travaillez aussi en tant que structure. Je sais que vous avez collaboré avec Business for Nature, avec le WWF, justement pour aller consolider vos approches et vous travaillez aussi en coalition avec d'autres entreprises pour influencer la réglementation justement environnementale. Et je sais que c'était quelque chose qui te donnait beaucoup d'espoir aussi, quoi. Et c'était une philosophie de travail qui t'inspirait pas mal, qui nous inspire pas mal aussi. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce que vous faites sur ça, sur vos engagements et sur les... Ouais. Des sujets de nature de façon générale, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus sur le fait qu'on a besoin d'avancer ensemble et aussi de coordonner nos actions pour avoir un impact plus massif. Donc effectivement, on travaille dans cette philosophie. Et effectivement, par rapport à ce que tu évoquais précédemment, en fait, on a joué collectif, en tout cas l'année dernière, on a fait ce choix-là dans le cadre de la COP 16. En fait, on a fait le choix de s'associer à des organisations qui avaient une voix
plus forte que la nôtre pour porter des attentes et pour porter la voix de l'entreprise dans le cadre de la réglementation, donc en soutien à des politiques, des réglementations ambitieuses pour la nature. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est associé au programme lancé par Business for Nature, c'est une campagne qui s'appelle Is Now for Nature, qui visait justement à apporter le message des entreprises pour des réglementations ambitieuses pour la nature. Et également au WWF, avec lequel on a eu une collaboration l'année dernière dans le cadre d'un rapport, d'un guide qui a été publié là en début décembre, pour accompagner les entreprises avec justement une dimension méthodologique vers la définition d'un plan de transition nature. Ok, trop bien. Ça marche. Parfait. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner, donc il y a des gens d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui, qui ont besoin de s'inspirer, qui veulent savoir peut-être par où commencer. Toi, à titre personnel, de par tes expériences aussi, de par ce que tu fais chez Decathlon, de par ce que tu peux entendre dans l'écosystème, est-ce que toi, tu aurais des conseils à nous donner pour initier une démarche biodiversité dans son entreprise? Quels seraient tes conseils à toi? Il s'appuierait sur les apprentissages que j'ai pu avoir depuis que je mène ce projet, notamment le fait de ne pas vouloir être parfait pour avancer. C'est quelque chose qui a été difficile pour moi à accepter, mais effectivement, il faut savoir se mettre en action tout en sachant que aujourd'hui, en fait, on a l'habitude dans l'entreprise, notamment quand on a déjà engagé des plan d'action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a l'habitude de s'appuyer sur des outils, sur des méthodologies qui sont bien rodées, des méthodologies standards, et on en est encore loin sur le sujet de la biodiversité. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a quand même 30 ans d'écart entre le premier rapport du GIEC sur le changement climatique et le premier rapport de l'IPBES sur l'évaluation de la biodiversité, et qu'on compose avec ça, en fait, avec une science qui est beaucoup plus récente et des outils, des méthodologies qui sont moins matures. Et donc, moi, le bon équilibre qu'on a trouvé, c'est justement de pouvoir continuer à explorer, à faire en sorte que les résultats sur lesquels on s'appuie pour définir nos plans d'action soient le plus fiables possible, tout en commençant à se mettre en action en acceptant potentiellement d'être imparfait ou d'être sur un terrain qui évolue encore. Les méthodologies sont encore en cours de développement. Et peut-être que demain, notre mesure d'empreinte, elle sera plus du tout ce qu'elle est aujourd'hui, mais néanmoins, on avance sur cette base. Donc ça, c'est un premier enseignement. Et le deuxième enseignement, je dirais qu'il serait autour d'accepter aussi d'avancer par petits pas, même si c'est un enjeu qui est énorme et qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur. En fait, c'est un sujet très complexe, et parfois quand on a des chaînes de valeur comme celle de Decathlon, c'est aussi très complexe de traiter cet enjeu à l'échelle de la chaîne de valeur. Et donc c'est aussi accepter de mettre en œuvre des choses, réaliser des expérimentations, mettre en œuvre des projets pilotes sur des petits périmètres pour pouvoir asseoir nos convictions, asseoir le choix de nos méthodologies et les envisager à plus grande échelle par la suite. Et pour tester, et pour voir si ça fonctionne, et pour... Exactement, ouais, complètement. Et puis c'est beaucoup plus facile, puisque généralement, on a quand même besoin d'aller chercher des données. Et donc, quand on s'attaque à la chaîne de valeur, c'est très, très compliqué. Alors que si, justement, on définit un périmètre plus restreint, c'est beaucoup plus facile, ouais. Et la tâche paraît moins grande. Et j'ai l'impression aussi que le fait de le faire, de tester sur des petits périmètres, de voir que ça fonctionne, ça donne envie aussi à l'ensemble des équipes de continuer à avancer, parce qu'il y a du résultat, il y a du concret. Exactement, ouais.
Oui, ça permet justement aussi de justifier potentiellement des investissements quand on parle par exemple de notre plan de nos actions de renaturation. Donc jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière en tout cas, c'était limité à notre parc de magasins français. Et effectivement, on a eu l'occasion entre en 2017 l'ouverture du premier magasin à Saint-Malo avec ce label et aujourd'hui de pouvoir montrer des résultats et de montrer la pertinence de cette approche. Et aujourd'hui, du coup, on travaille effectivement cette stratégie de renaturation, biodiversité de façon plus globale à l'échelle de l'ensemble de notre parc immobilier. Et on va effectivement définir la stratégie plus globalement. Et ça a été notamment du coup poussé par cet exemple. Exactement, oui, tout à fait. Okay. Parfait. Merci beaucoup pour ces 2 conseils précieux. On arrive à la phase de questions. On a eu quelques questions qui ont été répondues pendant l'échange. Il y en a d'autres auxquelles on n'a pas encore répondu. Je vais en prendre une première, qui est une question d'Adèle, qui questionne, qui se demande si vous avez mené, vous avez l'intention de mener aussi des réflexions plus sur le modèle économique en lui-même, ou est-ce que vous restez plutôt dans une logique plutôt d'optimisation des impacts et des risques, ou est-ce que ou est-ce que vous questionnez le modèle d'affaires de Decathlon, quoi? La séquence ERC dont tu parlais tout à l'heure nous amène forcément à ces réflexions. Aujourd'hui, le développement de la circularité va dans ce sens. Jusqu'à maintenant, le modèle de Decathlon, c'était la vente de produits neufs. Donc là, on s'oriente, on développe en tout cas la vente de produits de seconde main. On développe la location sur certaines familles de produits avec l'objectif de développer plus largement ce service à nos clients. On engage des réflexions aussi autour de la durabilité des produits. Donc oui, tout ça, ça amène à des réflexions globalement sur le modèle d'affaires de l'entreprise. Ok, merci. Une question de Maïta, un peu plus haut, qui demande si vous mesurez les impacts négatifs sur la biodiversité, mais est-ce que vous mesurez aussi les impacts positifs qui sont liés à des pratiques d'agriculture régénératrice, si vous l'utilisez, ou en tout cas si vous travaillez avec des fournisseurs qui ont ces pratiques-là? C'est l'objectif. Le sujet de l'agriculture régénératrice est un sujet qu'on a ouvert également, pour lequel certaines de nos équipes, sur lesquelles certaines de nos équipes ont envie d'aller. La difficulté aujourd'hui, c'est que on ne peut pas s'appuyer sur des bénéfices qui soient reconnus scientifiquement, puisqu'il n'y a pas de cadre qui est posé aujourd'hui de façon standard autour de l'agriculture régénératrice. Mais on a l'objectif de travailler cette année pour faire en sorte de définir notre propre cadre chez Decathlon sur la façon dont on y va, et donc avec l'objectif d'identifier des indicateurs pour lesquels on puisse venir valoriser les bénéfices de ce genre de pratiques agricoles, à la fois au niveau environnemental et social. Ok, merci. Et je vais prendre une dernière question de Philippe, qui se demande si vous avez des parcelles de compensation écologique qui sont liées à la construction des sites, au-delà de la renaturation du coup qui est faite sur les points de vente. Alors, le sujet de la compensation ou de la renaturation, en tout cas par le biais d'actions en dehors de notre chaîne de valeur, c'est un sujet qu'on n'a pas encore ouvert, dans le sens où pour l'instant on se concentre vraiment sur l'évitement et la réduction de nos impacts, donc sur les 2 premières étapes dont tu parlais tout à l'heure. Néanmoins,
On sait très bien que, en fait, nous, on travaille dans le cadre en tout cas, un modèle de référence sur lequel on s'appuie, c'est le cadre des limites planétaires. Donc, sur la biodiversité, on sait que la limite planétaire est déjà en dessous, enfin, on est déjà en dessous de la limite planétaire concernant la biodiversité et qu'on va forcément passer par cette étape de restauration. Et donc, il y a effectivement une responsabilité des entreprises à contribuer à la restauration en regard des impacts persistants liés à ces activités. Ouais. Donc nous, c'est quelque chose auquel on est sensible puisque on fait le choix, par exemple, de communiquer, donc de façon publique dans notre déclaration de performance extra-financière, nos impacts cumulés. Le Global Biodiversity Score permet de faire la mesure des impacts de façon annuelle, mais aussi cumulée. Et cet impact cumulé vient mesurer les impacts persistants liées à des activités d'entreprise depuis qu'elles existent. Donc, ça vient justement éclairer, on va dire, la responsabilité historique de Decathlon sur ce sujet. Donc, on a bien ce sujet en tête pour l'instant. On n'y est pas encore parce qu'on concentre nos efforts sur l'évitement et la réduction de nos impacts. Ouais, ok. Parfait, merci pour cette dernière réponse très complète. On arrive, il est 13h à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant et il y a beaucoup de concret, quoi. Donc, ça aide, je pense, pas mal à se projeter. Je vous partage rapidement, moi, des petites infos dans le chat dont on vous a parlé au début. Je crois que Clémence vous l'a partagé au début. C'est l'étude. Si vous voulez vous inscrire pour la recevoir, voilà, vous avez le lien. Notre prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines, le 6 mars, où on fera un retour d'expérience sur la construction d'un rapport CSRD. Voilà, on fait une réunion sur nos ateliers de sensibilisation le mardi 4 mars. Et je vous partage aussi nos liens des réseaux sociaux et pour vous inscrire à notre newsletter si vous souhaitez être tenu informé de nos dernières actualités. Merci beaucoup, Marie. C'était super. Et puis, merci à tout le monde. Merci à Rivage. Merci à toi, Thibaut, Clémence. Et puis, merci à vous pour votre intérêt. Et puis, à bientôt à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.